Les enfants, s'il vous plaît. C'est que moi, il serait viré. Hein. C'est la classe. Depuis 50 ans, l'île comorienne de Mayotte fait l'objet d'un contentieux international. Séparée du reste de l'archipel comorien par un processus de décolonisation inachevé, en juillet 1975, l'île a été unie, littéralement intégrée, à la République française en violation du droit international et des résolutions de l'ONU, qui n'y a jamais reconnu la souveraineté française. Depuis 2011, Mayotte est un département et une région d'outre-mer, qu'on appelle Drôme, donc français, qui continue à faire face à de nombreux défis. Pauvreté, insalubrité, problèmes d'eau et d'éducation, santé, insécurité, enfin, il cumule tout, auquel, de fait, la France ne parvient pas à répondre, peut-être faute de vouloir s'en donner les moyens. Une bonne question. Mayotte est-elle un territoire qui cumule tous les effets d'une politique post-coloniale de relégation? On en débat ce soir avec Néo, puisque le SCISCOM, c'était le collectif de défense de l'intégrité et de la souveraineté des Comores, n'a pas pu venir. C'est à toi. Merci. Merci pour ça. Je vais essayer d'être assez rapide et déjà exposer aussi l'approche que je vais avoir là dans cette présentation. Je vais avoir une approche plutôt historico-légale, c'est-à-dire qu'il y aura deux penchants. On va vraiment au début se concentrer sur l'histoire de l'archipel et plus spécifiquement de Mayotte pour essayer de comprendre en fait un peu, enfin déconstruire le récit national qui s'est fait autour de Mayotte et aussi qui est fait par les Mahorais aujourd'hui. D'abord, et ensuite on essaiera de revenir sur le processus contre l'indépendance et pour la départementalisation, et après faire un état des lieux de ce qui est en train de se produire à l'heure actuelle sur l'île, notamment au vu du cyclone Chido, pour vous rendre compte à quel point la situation est vraiment terrible à Mayotte. Par rapport à cette approche historique, je vais commencer assez rapidement à parler d'une expression qui est plutôt connue des universitaires par rapport à Mayotte. C'est qu'on appelle, enfin pas par rapport à Mayotte, pardon, par rapport aux Comores, plus spécifiquement l'archipel. C'est l'expression qu'on appelle l'archipel des sultans batailleurs. C'est comme ça qu'on désigne l'archipel des Comores. C'est une expression qui a été par ailleurs rendue un peu célèbre par un historien, on va dire pas connu, puisque personne ne le connaît, si on est d'accord, mais qui est connu au 19e siècle et qui est rentré dans le récit national autour de Mayotte et en France du coup. Qui désigne du coup l'idée que Mayotte doit absolument être séparée de toutes les autres îles qui sont composées de 4 îles, je le rappelle au cas où. La Grande Comore qu'on appelle Ngazidja en langage comorien, Moélie qu'on appelle Moélie tout simplement en comorien, et enfin Anjouan qu'on appelle Nzouani aussi en comorien, et à Mayotte, Maoré, simplement. Mais cet archipel, enfin cette expression de l'archipel des sultans batailleurs doit être totalement déconstruite, puisque en fait ça part déjà d'un présupposé historique qui est faux, c'est que l'histoire à Mayotte commence au XVIIIe siècle, ou au XIXe siècle plutôt. C'est faux, c'est pas parce que des Français sont arrivés là-bas à ce moment-là que l'histoire commence à ce moment-là. Historiquement, si on remonte très très loin, les peuplades originaires des Comores, en fait, c'est même pas des Africains, c'est des Asiatiques, c'est des Indonésiens, c'est la première trace qu'on trouve dans l'Antiquité. Ensuite, on a eu l'apparition des peuples bantous qui venaient de l'Afrique de l'Est, donc principalement du Kenya et du Mozambique, qui sont arrivés. On a eu un moment, puisque ça a été l'année dernière prouvé qu'il y avait des Éthiopiens, donc les Juifs éthiopiens qui sont arrivés aux Comores et qui du coup ont créé par ailleurs des fêtes et même des célébrations qui sont issues de la culture juive éthiopienne. Et enfin, on a les Arabes qui arrivent à partir du XIe siècle, qui sont venus et qui sont venus un peu aussi tout chambouler, puisque de base, avec la culture africaine, on a une culture très très communautaire et très égalitaire. Et avec l'islamisation de l'archipel, ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à avoir une sorte de hiérarchie, notamment l'apparition de souverains qu'on appelle les sultans, d'où l'expression des sultans batailleurs. Et toute cet archipel est très interconnecté. En fait, c'est un point pivot
dans le monde vraiment, puisque en fait c'est un point central sur le canal du Mozambique, qui fait la liaison entre l'Asie et l'Afrique, et qui permettait du coup des échanges commerciaux et aussi des échanges culturels. Au-delà de cet aspect, puisque maintenant je vous ai fait cette histoire, on va commencer du coup à rentrer dans les détails de quand la France est apparue. L'archipel des sultans batailleurs, ça arrive principalement à cause d'un événement un peu triste, c'est qu'en 1820, on a des razzias meurtrières qui se déroulent entre Madagascar et l'archipel des Comores, qui aboutissent vraiment littéralement à la disparition de villages entiers. On n'a pas les chiffres exacts, mais c'est quelque chose d'assez tragique. Et pour résoudre la situation, tous les souverains de la région, Madagascar, la Grande Comore, je ne vais pas tout faire, mais tous les souverains de la région mettent un terme à ce conflit, et notamment à l'objet principal de ce conflit, qui est l'esclavage, puisqu'ils décident de l'abolir en 1820. Bizarrement, à ce moment-là, puisqu'on avait quand même des petits Français qui étaient présents, qui sont arrivés et qui ont commencé à avoir un œil plutôt coquin sur la région, la France se rapproche de Mayotte, puisqu'elle a perdu Madagascar à l'époque, qu'elle a perdu Maurice au profit des Anglais aussi, et qui se dit que pour reconquérir Madagascar, il faut qu'on ait un port de guerre qui soit présent, et le point central, c'est Mayotte. Donc ils arrivent à Mayotte et ils prennent possession de Mayotte en 1841, si je ne me trompe pas sur la date. Et à ce moment-là, eux, ils commencent à introduire un récit en fait auprès des Mahorais. Ce récit-là, c'est que c'est eux qui ont mis un terme à ce conflit, alors que pas du tout, mais vraiment pas du tout. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on voit un ancrage un premier ancrage du récit national autour de Mayotte. Il y a d'autres choses à souligner autour de ça, c'est que les Anglais aussi avaient mis un terme à l'esclavage dans l'océan Indien en 1835. Donc la France qui arrive et qui dit qu'ils ont mis un terme au conflit et à l'esclavage, c'est un peu rigolo. Pour continuer aussi sur tout ça, je vais passer assez rapidement à un autre récit, un autre penchant historique du récit national qui est fait, c'est que Mayotte serait rentré en France avant Nice et la Savoie. Alors, d'un point de vue chronologique, c'est juste, puisque c'est 1860. En tout cas pour la Savoie, je ne suis pas sûr pour Nice, puisque je crois que Nice est beaucoup plus tard. Et Mayotte, c'est 1841. Oui, c'est chronologiquement juste, dans les faits et dans ce qui s'est passé, c'est extrêmement faux, pour une raison qui est très très simple, c'est qu'à Mayotte, on avait bien évidemment le code de l'indigénat qui est en vigueur, alors qu'en Nice et en Savoie, il y a eu un référendum, il y a eu l'application du droit national qui s'est fait, donc c'était des citoyens à part entière, alors qu'à Mayotte, ils n'avaient pas de droit de vote, au moment où la France a pris possession des terres. Je rajouterai un autre petit détail qui me semble, à mon avis, tout autant important. C'est que à Mayotte, même si ça va me permettre d'aborder le deuxième point, s'il y a eu l'arrêt de l'esclavage en 1846, il y a eu une forme de travail forcé qui a commencé à s'imposer sur l'île, qui est une forme moderne de l'esclavage, on ne va pas se mentir, et qui a lieu aussi dans la région, notamment à La Réunion. Et ça, c'est aussi la deuxième chose qui est dans le récit national autour de Mayotte. C'est que c'est une avant-garde de l'abolition de l'esclavage. C'est encore une fois factuellement faux, puisque déjà d'une part, comme j'ai déjà dit, 1820 c'est l'arrêt de l'esclavage, 1835 les Anglais décident de mettre un terme à l'esclavage dans la région. L'esclavage en France est officiellement aboli en 1848. Mais à Mayotte, ça arrive en 1846, mais on a ce régime très particulier du travail forcé et qui se justifie par 2 points pour les Français à Mayotte. Le premier point, excusez-moi, c'est un point de vue géopolitique et de commerce inter-îles, puisqu'en fait, tout simplement, il y aurait des difficultés à importer des esclaves puisque c'est interdit. Et la deuxième chose, c'est un point de vue capitaliste. Puisque, en fait, à partir de la prise de possession de Mayotte, on a les grands propriétaires de la Réunion, on leur a donné un passe-droit pour avoir des terres gratuites à Mayotte. Ils ont besoin de main-d'œuvre, donc il faut appliquer le travail forcé là-bas. Et aussi récupérer de manière un peu low cost, puisque comme il y a une conception très très communautaire de la terre à Mayotte à cette époque-là, les travailleurs ils travaillent sans salaire en fait. Et ils ont des propriétaires qui leur versent un revenu, mais ce revenu-là, en fait, c'est pas une obligation, c'est pas un contrat de travail. Il est dû juste parce que c'est dans la conception globale et politique de Mayotte à l'époque. Donc la main-d'œuvre forcée,
elle va venir faire de la concurrence aux autres propriétaires terriens pour permettre de récupérer cette main-d'œuvre-là en justifiant qu'ils aient un petit salaire, même si c'est un salaire qui est ridicule. Et ensuite, par rapport à tout ça, à cette histoire d'avant-garde sur l'esclavage, il faut que je mentionne un dernier truc, c'est qu'il y avait un grand projet politique à Mayotte. Cette histoire de port de guerre s'est transformée en histoire de port commercial. On voulait faire un espèce de nouveau Malte ou Hong Kong à Mayotte. Très rapidement, on se rend compte que les territoires sont inexploitables, qu'il n'y a pas assez d'espace pour pouvoir installer des commerces. Et donc, assez rapidement, en 1850, il y a une déclaration de la France métropolitaine qui dit on arrête le projet. En 1870, on retire les militaires, donc la marine sort. Et à partir de là, aussi, il y a une prise de possession globale de l'archipel des Comores qui s'effectue. Et donc la situation géopolitique à l'endroit est complètement bouleversée. Mayotte va être complètement abandonnée à cette époque-là. On n'a que des travailleurs, des gens sur place, des habitants sur place qui sont dans une situation misérable. Et encore une fois, on n'a pas le traitement qu'il y a en France métropolitaine, voire dans d'autres colonies. Et si je rappelle ce point de vue historique, c'est assez important, c'est parce que ça participe à une stratégie politique pour manipuler l'histoire et garder Mayotte dans le giron français. Mais c'est suivi d'un deuxième mouvement qui est plutôt historico-légal, c'est le combat pour la départementalisation et contre l'indépendance. Ce combat-là, par contre, il commence au XXe siècle. Tout d'abord, on va citer 1946. L'ensemble de l'archipel des Comores obtient le statut d'autonome, territoire d'outre-mer. Et à partir de là, les problèmes commencent, puisqu'on a une année charnière, c'est 1958. Puisque l'archipel est devenu un territoire d'outre-mer, on a bien évidemment une autonomie politique avec des assemblées territoriaux où il y a des élus qui sont, des représentants qui sont élus à l'Assemblée par le peuple. 1958, c'est aussi une bascule, puisque Mayotte est complètement abandonnée, c'est qu'à l'Assemblée territoriale, on choisit de voter pour un changement de chef-lieu qui était jusque-là à Dzaoudzi, petite terre à Mayotte, vers Moroni à la Grande Comore. Le vote s'effectue, les Mahorais vivent ça très très mal, ils vivent ça comme une humiliation à la lumière de tout ce que je vous ai raconté. Et on a un homme d'affaires qui vient de la Réunion et de Madagascar qui s'appelle Georges Naouda, qui convoque une assemblée de notables pour créer un premier mouvement politique qui s'appelle le MIDIM. Le MIDIM, ça va être un mouvement qui va se battre et qui existe encore aujourd'hui pour la départementalisation. Le MIDI va commencer son petit combat pour justement la départementalisation à Mayotte. Et, mais avant, excusez-moi, j'ai oublié un autre point qu'il fallait que je vous mentionne dans cette histoire de départementalisation et de changement surtout de chef-lieu. C'est que c'est plus compliqué que ça. Le vote qui s'effectue à l'Assemblée territoriale, il ne s'effectue pas sans le regard des Français, et notamment de l'administration coloniale. Même si un vote a eu lieu et qu'à la majorité, on a décidé du déplacement de chef-lieu, les administrateurs, ils ont organisé quand même le sujet. Ils avaient connaissance du point qui était organisé à l'Assemblée nationale, ils étaient au courant des volontés de vote. Donc ce changement de chef-lieu ne pouvait pas avoir lieu sans eux. Et puis dernière chose, l'administrateur devait valider, il devait contresigner le projet de changement de chef-lieu. Donc ça c'est important à mentionner parce que du coup ça participe aussi à ces contre-vérités historiques qu'on a vis-à-vis du récit national à Mayotte. Et pour continuer sur l'année 1958, on commence à avoir aussi des premières traces de soulèvement à Mayotte, mais pour la départementalisation. On va aller un peu plus loin maintenant. En 1964 et 1965, vu qu'on a voté le changement de chef-lieu, on a officiellement l'administration qui va à Moroni, l'administration coloniale qui va à Moroni. Et en 1966, on a vraiment le début d'une montée en tension au niveau des hostilités par rapport au MIDIM pour la départementalisation de Mayotte et contre l'indépendance des Comores. Il faut mentionner quelques petits événements plutôt malencontreux et tragiques qui sont arrivés. En 1966, on a Saïd Mohamed Cheikh, qui est le président du conseil de l'archipel, qui est d'origine comorienne, qui sera à Mayotte pour rencontrer les notables, notamment ceux du MIDIM. Et
Dans le MUSIM, il y a un autre mouvement de femmes qui s'est greffé, qu'on appelle de manière un peu ironique les chatouilleuses, parce que leurs principaux moyens de combat à l'époque, c'était littéralement de chatouiller les politiques. Alors, il y avait d'autres choses, bien évidemment, des pétitions, des soulèvements, mais vraiment, leur arme principale, c'était de chatouiller les politiques et les gens qui étaient pour l'indépendance à Mayotte. Et il rencontre du coup la représentante du mouvement des chatouilleuses qui s'appelle Zenan Dere, et elle va commencer à menacer Saïd Mohamed Cheikh. Et du coup, on a le mouvement des chatouilleuses qui va caillasser le lieu de résidence de Saïd Mohamed Cheikh à l'époque. Donc, Saïd Mohamed Cheikh quitte l'île et du coup, un petit peu plein de remontrances et plein d'aigreur, il décide qu'on n'enverra plus de riz à Mayotte à cette époque-là. Ça, c'est un peu malencontreux. 1967, on a l'occupation de l'ORTF par le mouvement des chatouilleuses, donc je vous laisse imaginer le fait qu'il y ait des femmes qui chatouillent des présentateurs de télé. Là-bas, il y a deux représentants du MUDIM qui va devenir le MPM à cette époque, qui s'y rendent, notamment Sabili, qui pour le coup représente une contre-tendance dans le mouvement du MPM, parce que lui était effectivement pour la départementalisation de Mayotte, mais comme une période transitoire, pour aller vers l'indépendance de Mayotte. Il s'y rend. Les chatouilleuses, bien évidemment, ne l'aiment pas parce qu'il veut l'indépendance de Mayotte. Donc, il est arrêté par le MPM et les chatouilleuses. Et on ne sait pas par quel miracle, on obtiendra quand même sa condamnation et le fait qu'il prenne une peine de prison. 1970, le mouvement s'accroît. Et là, vraiment, on passe une autre étape, puisque du coup, les militants du mouvement, ça va Catherine? Pardon, excusez-moi, le mouvement décide de commencer, à chaque fois qu'il y a un représentant de l'archipel des Comores, de l'Assemblée, de commencer à caillasser littéralement ces représentants-là. Là, on a un conseiller spécial qui se rend en 1970 là-bas, alors qu'il doit prendre la grande barge pour rentrer aux Comores. Et on décide de l'empêcher et il y aura un mort. 1972, on a Ahmed Abdallah qui est le premier président Comore, qui sera par la suite le premier président des Comores et qui est le président du conseil qui s'y rend. On lui tient par ailleurs, mais c'est une rumeur, on ne sait pas si c'est réel, des propos anti-mahorais. Et surtout, on a une remontrance contre lui, puisqu'il y a quelque chose d'assez important à raconter. À l'époque, Ahmed Abdallah est l'homme le plus riche d'Afrique. Et il est l'homme le plus riche d'Afrique à cause de la production d'ylang-ylang. Et la production d'ylang-ylang se fait principalement à Mayotte. Et c'est pour ça qu'il y a un petit peu de ressentiment du peuple mahorais à l'égard de cette personne-là. Et du coup, il s'y rend à Mayotte. Et bien évidemment, encore une fois, caillassement, manifestation. Et on va observer plusieurs blessés autour de cette manifestation. Je dois mentionner un autre personnage important du MPM qui est Marcel Henry, qui est le neveu de Georges Naouda, que je vous ai abordé, qui va devenir ensuite par la suite un député français, qui va décider effectivement à ce moment-là, à chaque fois qu'il y a un représentant comorien, de saboter les préparatifs ou la venue qu'il va avoir. On va passer assez rapidement en 1973, puisque là on arrive à une déclaration française commune entre Paris et Moroni pour l'indépendance de Comores, de l'archipel des Comores de manière générale. Par ailleurs, à cette époque, Pierre Messmer, qui est le ministère des Dom-Tom, pas des Roms, excusez-moi, qui est un personnage aussi important du gaullisme, qui s'entretient avec les membres du MPM et qui leur assure que si il doit y avoir un référendum pour l'indépendance, ça ne se fera pas sur l'archipel, mais ça se fera île par île. Ça, c'est important de garder en tête, puisque dans la suite des événements, on va voir cette chose-là qui va être contredite plusieurs fois. Et en 1973, c'est aussi les années de Valéry Giscard d'Estaing qui se présente au présidentiel. Il passe un accord secret avec Ahmed Abdallah à l'époque aux Comores, puisque du coup, il se rend compte à la fin du premier tour qu'il est arrivé en tête à Mayotte, mais qu'il est tout dernier aux Comores, c'est-à-dire sur l'île de la Grande Comore, Anjouan et Moélie. Et il veut s'assurer que les Comoriens sur les 3 autres îles vont voter en masse pour lui, et pour ça il garantit qu'il va avoir un référendum global et non pas île par île.
1974, c'est là où l'extrême droite commence à intervenir sur ce qui se passe à Mayotte, puisqu'on a plusieurs représentants de l'Action française qui commencent à se rapprocher du NPM et à passer des accords et à commencer à financer la propagande sur place pour la départementalisation et contre l'indépendance. Je vais noter un personnage qui s'appelle Adrien Guiraud. Ceux qui sont spécialisés de l'extrême droite le connaissent en tout cas, puisqu'il a opéré principalement en Afrique. Lui, il va en plus adhérer au NPM. Et il va commencer à parler de génocide des Mahorais par les Comoriens. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'éditer des journaux de l'Action française où ils parlent vraiment d'un génocide. Et le NPM fait la même chose sur place. Pierre Pouillot, aussi un autre militant de l'Action française, il va comparer quand même la situation sur place au fait qu'on abandonne 45 000 harkis algériens. C'est-à-dire, c'est pour nous donner un ordre d'idée d'à quel point ça va très très loin. Du coup, 1974, Valéry Giscard d'Estaing tient sa promesse, le référendum se fera de manière globale. 1974, on a le vote pour l'indépendance qui est organisé. Mais on se rend compte qu'à Mayotte, il y a un non qui l'emporte. 1975, l'affaire est portée jusqu'à l'ONU. On a la résolution 3385 qui dit sur la nécessité de respecter le vote initial et de respecter aussi le vote de l'indépendance sur l'ensemble de l'archipel. 1976, là, la France se rend compte qu'on est face à un danger et décide de revenir sur sa décision de base et vote pour une loi organique pour définir une autre consultation à Mayotte, île par île. Non, pardon, j'ai dit île par île, c'est juste à Mayotte, je reviens sur ça. Du coup, 1976, on a un référendum qui est organisé, une majorité de oui, je crois que c'est 92%, mais il faut noter une autre statistique intéressante, il n'y a que 12% des votants qui sont déplacés dans les urnes. Du coup, 76, vu qu'ils votent pour la départementalisation, on les garde, mais Ahmed Abdallah décide de déclarer l'indépendance des Comores à rebours de la décision de la France. Et cette année-là aussi, on va avoir une autre chose qui va se passer. Autre détail, l'extrême droite française et la droite, et le gaullisme français va intervenir par ces réseaux. C'est vraiment là une émanation de la France-Afrique. Ils vont intervenir par ces réseaux et envoyer Bob Denard aux Comores pour renverser Ahmed Abdallah. Et Ali Soili va arriver. Ali Soili qui est très connu aux Comores parce que c'est le seul président marxiste qu'on ait eu et qui a tenté de faire des grandes réformes pour la collectivisation là-bas. Je vais revenir aussi à 1976, puisqu'on a un putsch du NPM qui décide, au-delà de tout ça, de reprendre le contrôle sur l'île. Et ça va bien aussi entre les relations qui se passent à l'époque, c'est-à-dire entre le coup d'État et le putsch. Ça arrange les affaires de la France de savoir qu'il y ait une indépendance, juste des trois îles, et qu'il y ait le NPM qui choisit de prendre le contrôle de l'île. Puisque à ce moment-là, il y a des accords entre le gaullisme et les représentants politiques comoriens pour quand même garder des réseaux sur place, parce que, comme je vais le rappeler, les Comores, à ce moment-là, dans l'histoire, est très important d'un point de vue géostratégique, puisqu'on va avoir du coup la crise du pétrole et du coup les déplacements, et notamment aussi la crise du canal de Suez. On doit maintenir des bonnes relations sur un port qui est dans la région. Donc ça arrange les affaires qui est l'indépendance et en même temps qu'il y a un putsch. Fin 1976, du coup, la France déclare officiellement que Mayotte est française. Et on va aller assez vite, puisque à partir de là, c'est un peu la déliquescence, puisque même si Mayotte reste française, Mayotte ne va pas du tout avoir le même traitement que tous les autres territoires français. Puisque, pour rentrer un petit peu plus dans les détails, dans les années 70, on dénombre quand même que des écoles à Mayotte. À cette époque-là, il y a un autre détail qui est assez important à noter, c'est que la Petite Terre est principalement occupée par des métropolitains. Pour faire un topo sur Mayotte, Mayotte est composée de la Grande Terre et de la Petite Terre. La Petite Terre, c'est un petit territoire, c'est encore là-bas où il y a l'aéroport, alors que c'est un petit bout. Et c'est là aussi où il y a uniquement de l'eau potable. L'eau potable va arriver sur l'île vraiment dans les années 90. Ça, c'est important de le noter. Et du coup, dans les années 90, même s'il y a plusieurs plans qui vont se succéder jusqu'à encore aujourd'hui pour investir massivement à Mayotte, ça ne va pas se faire et on va dénombrer quand même, encore une fois, que 5 écoles dans les années 90
par un seul lycée. 98, c'est le premier lycée français qui est installé sur place. Et du coup, entre-temps, on a eu plusieurs plans successifs jusqu'à encore aujourd'hui, puisque François Bayrou a annoncé en février 2025 un plan massif d'investissement de, si je ne me trompe pas, 200 millions d'euros. Mais comme on le voit, avant la départementalisation qui se produit en 2011, il y avait en 2008 un plan pour investir massivement dans les structures locales. Et la Cour des comptes avait noté à cette époque-là que la France n'avait pas tenu ses engagements et n'avait pas mis les 500 millions d'euros promis à Mayotte. Pour faire un point global sur ce qui est en train de se passer, puisque je vais conclure ma présentation, à l'heure actuelle, on a un énorme souci à Mayotte, c'est qu'on a encore un souci d'accès à l'eau potable. L'autre problème, c'est aussi la crise migratoire, puisque du coup, il faut aborder un autre point, c'est que jusqu'en 95, il était libre aux Comoriens d'aller s'installer à Mayotte sans visa. En 95, on a le visa balayeur qui s'installe pour pouvoir empêcher l'accès aux Comoriens sur le territoire sur place. Sauf qu'entre-temps, en fait, il y a beaucoup d'échanges sur l'île, sur l'archipel et sur les îles qui se sont produits. Et aujourd'hui, il y a vraiment un drame autour de la crise migratoire, puisqu'il y a de nombreux Comoriens qui n'ont pas la nationalité française, qui sont installés depuis les années 70, qui sont expulsés aux Comores, alors qu'ils n'ont littéralement plus de vie là-bas. Il n'y a pas de famille. Pas de soucis. Ils n'ont plus littéralement de famille et ils sont quand même expulsés à un endroit qu'ils ne connaissent pas. On a aussi un énorme problème, c'est le problème des mineurs isolés, puisque avec les années 90 et les années 2000, on commence un peu à remettre en cause le droit du sol qui a vraiment été remis en cause du coup avec la loi Asile et Immigration. Du coup, des gens qui sont des Comoriens devraient, qui sont du coup à Mayotte plutôt, mais d'origine comorienne, devraient avoir le droit à 18 ans à la nationalité française. Aujourd'hui, ce droit il est remis en cause et il a été remis déjà dans les années 2000. Et du coup, on est face à un drame où on a des mineurs qui sont complètement laissés à l'abandon. On a des adultes qui sont expulsés du coup vers la Grande Comore sans vraiment respect, puisqu'en plus de respect, alors j'ai pas les statistiques sous les yeux, mais on dénombre quand même un nombre assez grand d'expulsions illégales. Gérald Darmanin avait été par ailleurs interrogé sur cette question en 2022 si je ne me trompe pas, et la seule justification qu'il a eu à trouver sur ces expulsions illégales, c'est qu'ils n'ont pas de papier, ils rentrent chez eux. Donc voilà, c'est pour vous. Bon, après c'est à la hauteur du personnage encore une fois, mais voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée d'à quel point Mayotte, dans le giron national, est un sujet d'ordre mineur, mais vraiment. D'ailleurs, ça démontre aussi la popularité de la réussite de cette république ce soir. Ça, c'est un autre. Mais c'est assez dramatique ce qui est en train de se passer sur place. Et j'ai oublié de mentionner une autre chose avec l'opération Matsambou. On est en train d'installer vraiment une grande base militaire là-bas. On a Manuel Valls qui a annoncé hier en plus l'installation d'un port militaire, parce qu'il y a des intérêts géostratégiques à l'heure actuelle qui sont en train de se jouer. On a trouvé un puits de pétrole énorme aux Comores dans les années 2020 et la concession a été annoncée il y a quelques semaines et Total devrait l'emporter. Et du coup, il faut assurer la protection de ce puits de pétrole. Et cette présence militaire, c'est pas seulement pour protéger là-bas, mais c'est aussi, ça va avoir des conséquences sur la défense intérieure de Mayotte. C'est-à-dire qu'on va avoir de plus en plus de répression et il y a des mouvements, ça n'arrive pas à nos oreilles de métropolitains, mais il y a beaucoup de mouvements sur place, notamment dernièrement, la semaine dernière, il y a eu une grosse manifestation de jeunes qui sont partis dans la rue pour se battre pour une meilleure éducation et de meilleurs investissements dans les structures publiques. Elle a été réprimée et ça, on n'en a pas parlé. Donc c'est pour vous donner un ordre d'idée et je vous remercie de votre écoute du coup de cette présentation. Est-ce que vous avez éventuellement des questions? Non, parce que de toute façon t'as pas grand chose. C'est à toi maintenant. Non, oui, on peut
peut-être parler de ce que notre intervenant voulait aborder. C'était vraiment, il fallait qu'individuellement on puisse se mobiliser, de manière collective se mobiliser pour la situation à Mayotte. Il appelle à ce qu'on puisse vraiment envoyer, que ce soit des lettres, des courriels à nos députés, enfin vraiment et prendre un parti à nos députés sur la situation à Mayotte. Pour que la situation s'améliore sur place. Lui aussi m'a donné il a dit qu'il allait me communiquer des informations plus tard parce que eux vont continuer de la lutte et notamment différents événements qui auront lieu cette année, puisque cette année en novembre 2025 on va fêter les 50 ans de l'indépendance des Comores et ils sont en train de préparer l'échéance et ils veulent aussi parler de Mayotte, ne pas juste parler des Comores, parler de Mayotte et de la situation sur place. Là en plus, je crois qu'il y a un événement de la part du collectif qui aura lieu cet été à Mayotte. Donc il veut vraiment qu'on puisse se mobiliser pour ouvrir les yeux des métropolitains sur ce qui est en train de se passer là-bas. Peut-être que je vais compléter. Oui, parce que d'après ce que je vois et qu'il pensait dire, c'est que en fait la France entoure Mayotte et occupe illégalement depuis 50 ans. Donc, c'est clair. Et donc, que le scandale juridique a révélé, 14 résolutions de l'ONU condamnent l'occupation. Mais la France viole toujours le droit international en toute impunité. Donc, l'abandon délibéré, après l'opération violente Wambushu et le cyclone Chido, les Mahorais survivent dans les ruines, pendant que Paris met la priorité sur la construction d'une base militaire aux Comores. L'urgence d'agir donc face à ce laboratoire colonial, chacun peut devenir un relais de justice. Donc préparez-vous à entendre une vérité qui dérange, mais Mabadi n'est pas là. Donc ce que nous venons d'entendre est un électrochoc, quand même, c'est après ce qu'il aurait dû dire. Une spoliation, article 19 de la loi 2025 qui implique le vol des terres mahoraises, une hypocrisie, puisque le ministre Valls parle d'indépendance en Nouvelle-Calédonie, mais militarise Mayotte, une mobilisation possible, donc invitation, comme tu as dit, à interpeller son député sur la question de Mayotte. Je pense que notre député... On peut en interpeller d'autres. Hein. Voilà. Alors moi j'aimerais savoir quel est le régime dans les Comores. C'est une république les Comores? Oui, c'est une république. Et c'est une république socialiste, progressiste Ça a commencé. Oui, non, je vais parler. Au Comores, on a eu que Alice Wally qui a été réellement socialiste. Et après, ensuite, il y a eu beaucoup d'instabilité politique jusqu'à les années 2000. Et notamment le coup d'État du président actuel qui est. Oh là, je sais pas pourquoi je l'ai oublié. Comment il s'appelle déjà? Le président des Comores actuel. Azali Assoumani. Pardon. Et à l'heure actuelle, en plus c'est intéressant que tu poses cette question-là. Azali est revenu en 2018, si je ne me trompe pas, parce qu'il avait été président 2 fois à la suite de son coup d'État en 2002. Depuis 2023-2024, en fait, il y a un régime autoritaire qui est en train de littéralement s'installer. Il s'est représenté à des élections alors qu'il n'avait pas le droit l'année dernière. Et à la suite du fait qu'il y ait une victoire sans appel un peu étrange, il y a eu des manifestations dans les rues qui ont abouti vraiment à des morts, des gens qui ont été emprisonnés et des blessés. Donc c'est vraiment en train de se transformer en régime autoritaire. Si je peux donner un autre détail, c'est qu'en fait, à l'heure actuelle, lui, il fait partie d'un parti. Et il a promis du coup à son Premier ministre, dont j'ai oublié le prénom, qu'il serait le président à la suite. Et ben, il lui a retiré tous ses pouvoirs par un décret constitutionnel pour donner ces pouvoirs-là à son fils l'année dernière. Donc c'est en train vraiment de tourner au vinaigre. Et si je peux donner aussi d'autres détails, Azali Assoumani s'entend très très bien avec Emmanuel Macron. Il est en visite tous les 4 mois à Paris. Ah oui. Et ça a lien avec le pétrole bien sûr là-bas. Du coup, la France n'a aucun intérêt à ce que Azali perde le pouvoir. Du coup, c'est vraiment en train de se transformer en régime autoritaire. Oui. Tu peux me montrer juste la petite terre et la grande terre sur la carte, s'il te plaît?
Ça, c'est la Grande Terre, vraiment, ce grand volcan d'île. Et la petite, c'est celle-là. Ok, juste le bout là. C'est la petite, vraiment Ouais, toute effectivement. petite. Hein. Ouais. C'est relié par un pont, Non. la petite terre et la grande terre? Non, c'est vraiment une île. C'est vraiment une île. Il y a ce qu'on appelle la Grande Barge, qui C'est te permet une de barge. déplacer. Oui. Ce que tu disais à propos des manifestations à Mayotte, etc., tout ça, c'est qu'il y a une, si j'ai bien compris, il y a une volonté des habitants de Mayotte de rester département d'outre-mer. C'est plus compliqué que ça. Oui, ben justement, C'est la question qui. Alors, c'est là où ce que Mamadi aurait été plutôt intéressant. Mais non, j'ai eu des échos, puisque j'ai de la famille à Mayotte, sur ce qui se passe là-bas. Le vent est en train de tourner. Vraiment, la jeunesse est en train de se mobiliser vraiment là-bas, parce qu'ils sont en train de se rendre compte que rester dans le giron français est peut-être pas si intéressant que ça. Donc, alors bien évidemment, ça reste compliqué, puisque c'est un territoire qui est sous-investi. Mais en fait, je parle du MPM qui existe encore aujourd'hui. Au sein du MPM, il y a des voix qui veulent vraiment repartir vers une indépendance de Mayotte. Et mais avec les Comores? non, une république indépendante. Une république Oui. d'accord. Donc pour le coup, le vent est en train de tourner, en tout cas là-bas. On a des soulèvements même qui... Alors il y en a qui appellent à ce qu'on aboutisse vraiment à une véritable départementalisation. Pour donner un petit détail, par exemple, le RSA là-bas, jusqu'à 2013, si je ne me trompe pas, ou 2012, je ne sais plus quelle année exacte, était payé qu'à 30%. Donc c'est-à-dire que déjà c'est 500 € en France, 165 si je ne me trompe pas, à 20% de 565, alors que là-bas la vie est très chère, c'est vraiment ridicule. Et du coup il y a quelques petits soulèvements par rapport à ça, pour obtenir du coup plus de RSA. Ils ont aussi un régime spécifique pour l'assurance chômage qui est mis en place là-bas, en sachant qu'on met en contraste du coup les fonctionnaires métropolitains. Les fonctionnaires métropolitains, en plus de toucher le salaire français qu'ils ont, ils ont une prime de la vie chère. Et je crois qu'ils ont une augmentation de leur salaire qui est 3 à 4 fois, voire quand on est prof agrégé, 6 fois là-bas le salaire qu'on a en France métropolitaine. C'est aberrant. L'info est un peu tardive, mais C'est vrai aussi pour la Nouvelle-Calédonie. D'ailleurs, il y a beaucoup de profs, j'ai entendu, qui veulent quitter la Nouvelle-Calédonie pour aller à Mayotte. Hein. Ils sont ça présent. Je me souviens, il y a combien d'habitants là sur Mayotte là enfin, d'habitants avec Officiels. le statut de français, quoi. Je ne parle pas des. C'est une bonne question, je suis pas des chiffré. gars qui viennent, de ceux qui viennent Les Comores, du reste des Comores. la Tanzanie, du Mozambique, etc. Je ne saurais pas dire. Alors, je sais pas intuitivement, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de C'est dire très ça. difficile à savoir. Oui, Parce qu'il n'y a pas de oui. statistiques. Alors là, et les non-français, c'est impossible. Oui. Enfin, il y a quand même des listes électorales. Alors, les non-français, je crois qu'on a des chiffres qui sont plus justes parce que les associations les donnent. Je crois que c'est 45 000 personnes qui sont non-françaises à Mayotte. Donc, Qui, eux, ne sont pas répertoriés réellement. oui, oui. C'est ça. Attends, j'ai pas compris. Qui sont quoi? Sans Mayotte, non-français. Mais des personnes non-françaises à Mayotte, il y en a 45 000 environ. Il y a combien de Français? Combien de... Je suis en train d'interroger Google. 320 000. 320 000. Ah, bah, ça fait beaucoup de monde. Hein. Oui. 45 000, c'est pas négligeable. Oui. Moi, j'ai juste une question sur. Du coup, c'est les notables là, de base qui ont principalement mené le truc pour rester, pour faire partie des Comores. Mais par exemple, en Nouvelle-Calédonie, les notables et tout, enfin même dans d'autres anciennes colonies françaises, c'est beaucoup des colons, quoi. Les Caldoches, les Békés, tout ça. Est-ce qu'à Mayotte, c'est plutôt des Mahorais ou c'est pareil, un peu la même situation? À Mayotte, la plupart des notables, notamment ceux qui sont rentrés dans le MUDIM puis le MPM, en fait, c'est des propriétaires terriens qui venaient de l'île de la Réunion et de Madagascar. Et qui, bien évidemment, sur place, se sont mariés à des Mahoraises ou Mahorais et qui, du coup, ont commencé à faire des enfants. Mais encore aujourd'hui, on trouve chez ces notables-là pas vraiment une acculturation de la culture mahoraise. Ils ont vraiment encore aujourd'hui une culture très coloniale, je ne vais pas dire réunionnaise ou malgache, non, très très coloniale, c'est-à-dire qu'il y a un héritage français colon très très fort encore là-bas. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Ouais. Oui. Sinon, qu'est-ce qu'il y a comme activité, comme possibilité? Tu veux faire du tourisme néocolonial, c'est ta question? Là, avec comme ressources sur lesquelles
que ce Oui. soit agricole ou Ouais. Comme activité possible lucrative, je veux Voilà, dire. que- Ouais. Ça, une fois que c'est indépendant, sur quoi ça va vivre, quoi. Pas grand chose, pour être totalement honnête avec vous. Vraiment, il y avait de la culture de ilang-ilang, mais en fait, les territoires agricoles, les territoires plutôt cultivables mahorais, en fait, ils sont vraiment en petite proportion. Et encore, aujourd'hui, c'est en train de s'aggraver parce qu'en fait, il y a beaucoup de problèmes de pollution. À Mayotte, même si c'est un territoire français, on jette encore des déchets dans la rue. Il n'y a pas de réseau de traitement des déchets ou de collecte des déchets. Donc les territoires cultivables sont en train de se réduire à peau de néant. Ils sont sur d'autres trucs, il y a la pêche, mais là encore, même problème, pollution. Ça se réduit à peau de chagrin. Donc pour installer une activité à Mayotte, c'est extrêmement compliqué. Alors j'ai pas les chiffres du chômage, mais ça peut être tout à fait éloquent, mais j'ai les chiffres, il y a quand même 60% de la population mahoraise qui vit sous le seuil de pauvreté. À La Réunion c'est 50%, déjà c'est grave, à Mayotte c'est 60-70%, et encore c'est pas très exact. Donc, Oui, c'est sous-estimé d'après ce que j'avais entendu. c'est très largement sous-estimé. Donc d'un point de vue économique, c'est très difficile d'aller investir sur place parce qu'il n'y a pas d'agriculture possible. On ne peut pas installer de réelles industries parce que le territoire est extrêmement petit et comme sur toutes les îles qui ont une barrière de corail, tout est concentré en fait vraiment sur le littoral. Et à l'intérieur, en fait, même s'il y a du petit relief, on ne peut pas installer grand chose. Donc vraiment, Mayotte ne peut que dépendre de subventions ou en tout cas d'aides internationales pour pouvoir vivre en cas d'indépendance. Oui, c'est ça, en cas d'indépendance, économiquement, c'est. C'est pas possible de rogner sur les réserves forestières pour cultiver? Alors là, peut-être que tu te rends pas compte parce qu'avec l'échelle, mais c'est très petit. Là, là tu as une réserve déjà qui est protégée. Ouais. Là, tu as un territoire. Ah oui, là, C'est 30 sur 20, quelque chose comme ça. Oui, oui. Là, tu as un territoire qui pourrait être utilisable. Tu en as un autre juste là. Sinon, tout le reste, tu peux pas. C'est plus petit que Gaza, mais il y a moins de monde. S'ils sont indépendants, on parle de ce sera avec toi, tu vois. Mais après, est-ce qu'ils ont tout intérêt à détruire des réserves, des forêts nationales pour installer? Oui, peut-être pour pouvoir vivre, mais ça va être très compliqué. Après, je pense qu'ils peuvent s'en sortir parce que s'ils deviennent indépendants, à mon avis, ça va aussi favoriser le commerce inter-île et le commerce dans la région. Parce que, autre chose, avec la politique européenne de la PAC, tout comme à La Réunion, ils n'ont pas le droit de garder l'excédent de production qu'ils ont. Ils sont obligés de le vendre. Donc, ils vont récupérer ça. Et ils pourront le revendre du coup à l'échelle de la zone de l'océan Indien. Donc ça va peut-être faciliter les choses, il y aura peut-être plus de commerce et ils pourront peut-être vivre de manière viable. Ça veut dire quoi? Oui. Ça veut dire quoi? Ils n'ont pas le droit de revendre l'excédent de production qu'ils ont. Dans les DROM, ils ne peuvent pas garder l'excédent, ils sont obligés de le revendre. L'excédent. De production agricole. Ce qu'ils ne consomment pas sur l'île. Ce qu'ils ne consomment pas, ils Ouais. Ils sont obligés de le vendre. Ils sont obligés de le vendre. À un tarif avantageux en métropole. Oui. Alors imaginons, je vais donner un exemple. Tu fais 100 kg de bananes à Mayotte. Sur place, tu as besoin de 20 kg. Tout le reste, tu 80 kg. Tu es obligé de le revendre à la métropole. à la métropole. Tu vas le jeter, c'est normal. Oui, mais ils pourraient le garder. Ou à l'Union Ils pourraient le garder et le Les revendre. bananes, au bout d'un certain temps, elles sont Non, mais les pourries. bananes, mais Oui, mais les autres ça peut se faire des produits, bananes c'est séchées, pareil. par exemple. Les autres produits, c'est pareil. Elles sont bien. Oui. Mais c'est une absurdité qui existe aussi à La Réunion. Ouais. C'est qu'ils n'ont pas le droit, ils ne peuvent pas garder l'excédent de production qu'ils ont. Ils sont obligés de le revendre. Surtout qu'après, est-ce qu'ils rachètent et ça revient et c'est encore plus cher avec Oui. C'est ça ce qui se passe. Ouais. Ah oui. S'ils sont obligés de revendre, ça veut dire qu'il y a quand même des ressources, il y a de l'argent qui peut rentrer. Mais s'ils ont besoin de racheter autre Parce que chose, là, pour l'instant, tu disais, il n'y a que dalle, des forêts, des coins. Vraiment, il y a assez peu de terres cultivables à Mayotte, Ouais. pour le coup. Déjà, la petite terre, il n'y a rien. Vraiment, c'est possible. Il n'y a que des villes. et la petite terre, c'est 13 km². Hein. minuscule. Très Ah oui, petit. oui. Or, le tour de l'île se fait en 10 minutes. Je l'ai déjà fait, c'est 10 minutes, Mhm. la petite terre. Mayotte, le tour de l'île, c'est vraiment 20 minutes. Et la grande terre, c'est 40 km de long pour 20 de large. On voit l'échelle. Oui, c'est ça, c'est vraiment C'est petit. Gaza, Hein. c'est effectivement. Comment Enfin, sensibiliser à la situation ce de qu'il y a de Gaza. surprenant quand même, parce que Mayotte, c'est l'archipel des Comores, nous sommes d'accord. Ah oui. Il y a une histoire commune aussi de long terme. Mm. Et que l'on veuille que Mayotte devienne
indépendante séparée des Comores. Oui, alors ça, Je pense que c'est le résultat de toute une histoire coloniale. Oui, exactement. Et aussi, ce que j'ai oublié de peut-être mentionner, c'est que contrairement aux autres îles, il y a eu une importation, je ne parle pas de marchandises, il y a eu un déplacement de population malgache très grande qui est arrivée à Mayotte. Et oui. Donc il y a cette petite différence culturelle, alors qu'ils partagent aussi une culture commune, mais avec le contre-récit national et la manière aussi de résoudre cette contradiction, de devenir une république indépendante hors de l'archipel, c'est aussi peut-être, pourquoi pas, une première étape, après pour intégrer la République autonome des Comores. Ouais. Ça, on verra, déjà il faut obtenir l'indépendance. Et moi j'ai du mal à comprendre parce qu'il y a quand même un certain flux migratoire des Comores vers Mayotte. Oui. C'est que économiquement, du coup, c'est quand même peut-être plus intéressant de vivre à Mayotte. Oui. Donc pourquoi Mayotte voudrait rejoindre les Comores au moins de ce point de vue-là? Pas, en tout cas, à court et moyen terme, s'ils doivent obtenir l'indépendance, je pense pas qu'ils veulent rentrer dans l'archipel. Ok, c'est vraiment une république. C'est vraiment juste parce qu'ils se rendent compte qu'être traité par la France de cette manière n'est pas si avantageuse, autant avoir le pouvoir et pouvoir prendre les décisions qu'il faut. C'est vraiment une décision de reprise. Et pour aussi rebondir sur ce que tu as dit sur le fait qu'il y ait une immigration massive, principalement d'Anjouan vers Mayotte, dans l'océan Indien, c'est vraiment le territoire le plus attractif, même au-delà de la Réunion. C'est le territoire avec le plus de PIB, vraiment. Donc c'est pour ça que... C'est le Même si ça paradoxe de reste Mayotte. très pauvre. C'est le département le plus pauvre de France, mais de la région, c'est la zone la plus riche. Ouais. Oui, dans la Et il y a un truc que tu as expliqué que j'ai mal compris. Sur l'histoire des Comoriens qui vivaient à Mayotte dans les années 70, qui aujourd'hui sont toujours Comoriens, qui sont renvoyés à Mayotte. J'ai mal compris comment ça se fait, ils n'ont pas été naturalisés? Ils n'ont pas fait la demande. Ok. Et ils pensaient, parce que du coup, leur titre, c'est qu'il y a une réforme, leur titre de séjour de base qui leur permettait de vivre légalement à Mayotte. Avec la réforme, c'était plus compliqué d'obtenir un titre de séjour, donc ils sont restés à Mayotte dans une situation régulière. Et c'est pour ça qu'ils ont été expulsés. Ok, ça marche. Et en plus, en ce moment, depuis plusieurs années, la préfecture elle est tout le temps bloquée par les chatouilleuses qui empêchent du coup les gens de renouveler leur titre de séjour ou de voir leur papier. Enfin, c'est hyper compliqué. Même à Mayotte, il y a au-delà des chatouilleuses et du MPM, il y a un mouvement assez général des Mahorais qui organisent littéralement des razzias ou des bastonnades la nuit pour aller taper des Comoriens. Il n'y a pas de force politique plutôt, je sais pas, progressiste pour l'indépendance ou quoi Ils ont trop peur. Non, ça se développe pas trop. Mayotte est le seul territoire d'outre-mer où il y a un député d'extrême droite. Oui. Ah ouais? Oui. Bah oui, Marine Le Pen, elle est Depuis accueillie. juillet, il y en a un à La Réunion. Je sais pas, Nouvelle-Calédonie, je vais. De droite, mais Nouvelle-Calédonie, je parle de la carte, je vais demander de Bah, non, pas la Réunion, ça c'est le débat, on n'aura pas jamais ça là-bas. La Réunion, c'est pas possible. D'accord. Non. Ça n'a pas créé du PCR. Pourtant, on peut le faire. C'est pas possible. Ah oui, c'est Gabello là. oui, mais pourtant, c'est musulman Mayotte, Oui, c'est en termes de religion, du coup. La loi de 2004, tout ça, comment ça passe là-bas? Eh ben, ça n'a pas du tout passé au début, parce qu'il y a eu un traitement différencié de Mayotte vis-à-vis, en tout cas, du droit applicable là-bas. Parce que jusque dans les années 2000, le droit coutumier s'appliquait. C'est-à-dire qu'il y avait une tolérance administrative vis-à-vis de l'application du droit coutumier. Par exemple, quand on se mariait à Mayotte, avant, c'était toléré que tu ailles juste devant ton cadi pour faire ton mariage, et l'État français reconnaissait ce mariage sans passer par la mairie. D'accord. Et du coup, cette tolérance, elle a commencé à se dissoudre dans les années 2000, et notamment avec la départementalisation. On s'est dit, ça y est, on finit, on arrête tout, le droit coutumier n'est pas applicable. Puisqu'il y a un énorme pan aussi administratif qui échappait à l'administration française. C'était notamment les histoires d'héritage, les livrets de famille, parce que tout était réglé par le cadi. Et le souci, quand à la départementalisation, on applique le droit national là-bas sur place, plus de droit coutumier, c'est qu'on a perdu des énormes registres administratifs en ce qui concerne en fait les liens de famille, les héritages et toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, du coup, ça crée un espèce de point aveugle où on ne sait pas qu'est-ce qui se passe concrètement administrativement entre les Mahorais sur place.
D'accord. C'est volontaire ces pertes ou... Non, je pense à mon avis, c'est juste une bêtise qu'ils D'accord. n'ont pas anticipée en fait. D'accord. Ils n'ont pas été détruits, ces documents, quand même. Non, mais le problème des caddies, c'est que tu as l'héritage africain qui joue beaucoup, c'est-à-dire que ça se fait beaucoup par la mémoire. Donc il y a de l'écrit, mais qui est assez résiduel, mais tout se fait par la mémoire et se transmet au prochain caddie. Donc tout doit se transmettre par la parole. Donc les gens meurent, on leur dit que c'est fini la fonction, ben en fait il n'y a plus d'héritage. Transmission. Et c'est une bonne chose. Dans quel sens? Je suis contre l'héritage. Ah oui, d'accord, dans ce sens-là. Après il n'y a pas grand-chose, j'imagine, à hériter là-bas. Mais... Il y en a pas quelques tôles peut-être. Bon là c'était un peu méprisant. Quand on voit quand même les images de Mayotte, malheureusement, moi j'ai vu des reportages pour me documenter un peu, et il y a même des vrais Mayottins qui vivent là-bas et qui ont des terres à eux, qui louent aux Comoriens qui sont en situation irrégulière pour qu'ils ne puissent pas se faire expulser. Alors, du coup, l'État n'a pas le droit de démolir leur bidonville, parce que c'est quand même des tôles, hein, et alors que quand ce sont sur des terrains départementaux, parce qu'il y en a beaucoup, là ils arrivent avec les grandes pelleteuses et ils démolissent tout. Donc effectivement, c'était pas méprisant de dire les tôles, mais quand on voit dans quelles conditions, et effectivement sans eau pour la plupart, ce qui nous paraît quand même difficile pour nous, Européens, Français, puisque eux sont Français. Hein, donc, ils sont Européens, en quelque sorte. Donc, oui, Ça, ben ouais. pas en quelque sorte. Enfin, non, mais ils se sentent peut-être pas autant européens que nous, parce que bon, la distance fait que, mais ils sont quand même européens, ils ont les mêmes lois normalement, même si effectivement on voit que le SMIC n'est pas à la même chiffre, le RSA non plus, enfin le chômage c'est pas pareil, enfin. Il n'y a pas de prestation familiale à Mayotte. Pardon. Il n'y a pas de prestation familiale à Mayotte, par exemple. Ouais. Ah bon? Ouais, il n'y a pas de café. Enfin, C'est intéressant. Ça. Ouais, non, il y a des choses complètement aberrante. hallucinantes, hein, ouais, aberrantes. Hein. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, effectivement, ils sont complètement français, et par ailleurs, écouter des Mahorais, c'est quand même écouter parfois un discours de l'extrême droite. Hein. Ils sont si français Oui. qui se pensent plus royalistes que le roi. Oui, tout à fait. Vraiment, là-bas, ils connaissent sur le bout des ongles l'histoire de la France. La France des Carolingiens, tout ça. C'est pas une blague parce que j'étais à l'école là-bas et vraiment les professeurs ils adorent ça. Mais par contre, leur poser des questions sur l'histoire de Mayotte, ça pas du tout, ça les intéresse pas du tout. Donc ils connaissent pas du tout leur propre histoire. Ils sont si aliénés à ce point-là que. Alors j'avais lu ce livre de Rémi Carayol que je vous invite à lire sur Mayotte, qui est assez intéressant. Vraiment la mentalité de peau noire masque blanc, eux vraiment ils ont le masque blanc. Ah oui. Oui. Et même des fois l'idée de parler maoré pour eux leur met mal à l'aise. Ils veulent que parler français. Donc c'est pour rebondir sur ce que tu viens de dire. Et sur l'histoire des cases en tôle, moi je trouve ça aussi intéressant puisque j'ai vécu là-bas entre 2002 et 2005. J'étais très jeune, entre 2002 et 2005, et c'était vraiment le début d'investissement de la France là-bas. C'est-à-dire que j'ai assisté à l'ouverture du 2e lycée sur place, puisque mon frère y est allé, le collège-lycée, c'est un collège-lycée, mon frère y est allé, et on vivait dans un lotissement dans une ville qui s'appelle Trévani, je ne sais pas si je peux vous le montrer ici. Alors vous voyez Kungu là au-dessus? Ouais. À côté il y a une petite ville qui s'appelle Trévani. D'accord. Et je vivais dans un lotissement, on était les seuls noirs dans des familles, auprès de familles et d'habitants blancs, vraiment. Et juste, il y avait une frontière qui était invisible, qui commençait avec les poubelles, et juste à côté, il n'y avait que des cases en tôle. Un jour, l'État français, vraiment, est venu et a détruit une case en tôle comme ça, de manière discrétionnaire. On ne sait pas pourquoi, on n'a pas su, mais il y a une case en tôle qui a été démolie juste à côté de chez moi. Et moi, je me souviens encore de cette image-là parce que ça m'avait frappé. C'était des jeunes avec qui je jouais dans l'après-midi, qui vivaient là-dedans et qui s'étaient retrouvés à la rue. Ah ouais. Et du coup, c'est légal? Je n'ai pas eu le fin mot de cette histoire, j'avais 7 ans, donc je ne savais pas.
été renvoyés aux Comores, les enfants qui bénéficiaient du droit du sol pour certains restaient sur place, quel que soit leur âge. Et du coup, c'était les voisins des Casantoles qui, au mieux, s'occupaient d'eux. Mais ce qui fait qu'il y a des petits gangs actuellement de très jeunes, hein, les chefs de gang, ils ont 12 ans, et qui volent pour manger, volent pour survivre, quoi. Enfin, et il y a des attaques, les bus attaquent, enfin, c'est vraiment un problème. Alors là, la justice des mineurs, n'en parlons pas, parce que c'est un autre domaine. Et c'est des enfants qui sont complètement livrés à eux-mêmes, mais livrés à eux-mêmes dans toute la misère qu'il peut y avoir, quoi. Avec la porte ouverte, donc à l'extrême droitisation. Ah, mais exactement. Oui, parce qu'il n'y a aucun repère, et il y a de la misère affective, il y a de la misère financière, enfin, et même au niveau des logements. Ça naît aussi du fait qu'ils n'ont aucune perspective d'avenir, dans le sens où maintenant le droit du sol justement il est tellement restreint qu'en fait ils savent que, déjà c'est difficile d'aller dans un lycée vu qu'il n'y en a pas beaucoup, tellement parce qu'il y a 50% des habitants de Mayotte qui sont des enfants, qui ont moins de 18 ans. Et donc en fait si tu ne peux pas devenir français à tes 18 ans, tu vas être obligé de demander un titre de séjour, la préfecture elle est bloquée donc ça va prendre plusieurs années, en attendant tu n'as même pas le droit de travailler, tu n'as pas le droit d'étudier. Donc, même si tu arrives à trouver une formation intéressante à l'université de Mayotte, ce qui n'est pas dit, tu ne peux pas aller faire continuer tes études dans l'Hexagone parce qu'il faut un titre de séjour spécifique pour aller dans l'Hexagone. Donc en fait, tu as des années blanches et pendant plusieurs années, le temps d'avoir ton titre de séjour, alors que tu es né en France à Mayotte, et tu fais rien. Même si tu as fait un BTS, une fois que tu as 18 ans, tu ne peux pas faire ton stage de fin d'études parce qu'il faut un titre de séjour pour faire son stage. Donc en fait, c'est juste. Ils le savent très bien parce qu'on leur dit tout de suite à l'école, les enfants, tu n'as aucune chance de devenir français à tes 18 ans parce que les règles sont pas. Les conditions ne sont pas remplies, donc. Désolé, quoi. Et donc, c'est catastrophique. Après, pour revenir sur ce que tu viens de dire, ils utilisent, parce que je vais rebondir sur ce que vous venez toutes les deux de dire, il y a quand même des réseaux de solidarité, c'est pour ça qu'il ne faut pas tomber dans le désespoir sur ce qui se passe à Mayotte, parce qu'il y a des réseaux de solidarité qui sont créés depuis longtemps, mais qui se constituent, qui se transforment encore aujourd'hui. Comme tu disais Nadine, les voisins, même s'ils sont maoris, reprennent les enfants. On parlait de cette histoire de location du terrain avec les maisons, des fois c'est même fait à titre gratuit. Hein. Donc il y a quand même des réseaux de solidarité qui s'organisent sur place, voire on vend des nationalités françaises, c'est-à-dire on vend des identités françaises à des gens qui sont en situation irrégulière là-bas. J'ai un exemple, peut-être que je ne vais pas nommer quelqu'un directement, mais j'ai un exemple dans mon entourage. C'est un Maoré, c'est un Comorien du coup, qui a grandi là-bas. Et quand il est arrivé à 18 ans, il s'est rendu compte que, puisqu'il n'avait pas de papier, vraiment, puisque ce qu'on ne dit pas, c'est que quand la police fait des descentes dans des casantoles comme ça, ils savent qu'ils ne peuvent pas les arrêter, donc qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les papiers d'identité et les confisquent. Donc il y a des gens qui se retrouvent sans papier, mais vraiment, alors qu'ils ont des papiers comoriens, ils se retrouvent littéralement sans papier. Et du coup, ça lui est arrivé aussi à cette personne. Cette personne, à 18 ans, on lui a vendu pour 200 € une carte d'identité et un passeport sur lequel il a mis sa photo. Et ça a été une belle occasion pour lui puisqu'il est parti faire ses études à La Réunion. Il a fait une licence de mathématiques et il est retourné à Mayotte pour trouver un emploi et aider les gens sur place. Donc c'est quand même une belle histoire. Ah oui. Voilà. Il aurait pu rester à La Réunion puisqu'il avait commencé à faire une famille à La Réunion. Il a ramené sa famille de La Réunion vers Mayotte et est rentré. Et du coup, il a vécu toute sa vie sous une fausse identité. En diable, il a accepté, oui. Mais après, c'est très commun à l'échelle de l'histoire de la colonisation. Moi, j'ai des parents voire des grands-parents en fait, qui sont nés avec une identité qui n'était pas la leur. C'est très très commun au final dans l'histoire de la colonisation de naître avec une identité qui n'est pas la sienne. Au-delà d'acheter des papiers, c'est vraiment juste des fois, on a oublié de déclarer qu'un enfant était né à l'administration et du coup on fait ça plus tard, on utilise un parent pour le faire plus tard parce qu'il a eu un enfant à peu près au même moment. C'est vraiment ça. Donc, Puis ça sur la colonisation quand même quelque part. Oui. Oui.
Donc il y a autour de vous des gens qui viennent des colonies, qui vivent avec une fausse identité. C'est pas leur nom, on les appelle, peu importe les noms qu'ils portent, c'est pas leur vrai prénom. Et ils le savent. Est-ce que tu peux revenir un peu sur l'histoire de Guiraud? Je me souviens un peu de son prénom. Adrien Guiraud. Adrien Guiraud. Est-ce que tu peux revenir un peu sur l'histoire du coup de comment il est venu? J'ai mal compris à quelle famille il appartenait. Tu as dit ceux qui sont intéressés à l'extrême droite, mais j'ai pas compris s'il était avec, s'il était contre. Alors, Adrien Guiraud, c'est un militant de l'Action française, comme je l'ai dit, qui est rentré en contact avec du coup le MPM, le mouvement pour la départementalisation à Mayotte et contre l'indépendance, dans les années 60, oui, dans les années 60 en tout cas. Puisqu'en fait, il y a Marcel Henry, le neveu de Georges Naouda, qui a fondé tout ça, qui est venu à Paris, qui était de passage à Paris, et à cette occasion-là, il a été présenté à des personnalités politiques, notamment d'extrême droite. C'est comme ça que Adrien Guiraud a rencontré le MPM. Ensuite, il est resté à Paris, il a commencé à faire de la propagande pour la départementalisation de Mayotte et contre l'indépendance à Paris via le journal de l'Action française, et il a pris ses papiers, il a adhéré au MPM, et il est parti à Mayotte ensuite. Quel intérêt ils avaient l'extrême droite dans la départementalisation de Mayotte? Bah en fait, c'était un truc tout con, hein, mais comme la plupart des décisions prises par l'extrême droite, reflux colonial. Vraiment, c'était vraiment des relents coloniaux. Eux, ils vont pas obtenir l'indépendance, soit ça doit rester français, même s'ils n'ont pas d'intérêt économique ou social dans la région, ça doit rester français, parce que ça serait bien quand même de garder des Noirs sur notre couple, quoi. Enfin, vraiment, c'était ça leur pensée. Et, voilà. pour rebondir sur ça, alors j'ai plus le nom en tête, mais j'avais lu cette anecdote assez marrante. T'as un militant de l'Action française dans les années 80, pour le coup, qui avait, dans une correspondance, parlait des Mahorais comme le chien-lit vraiment de la République. Vraiment, c'est pour te dire un ordre d'idée de qu'est-ce qu'ils pensent au final de Mayotte. Donc, voilà. Oui, eux, ils n'y vont pas pour faire de l'humanitaire. Non, pas du tout. Pas... Les Mahorais qui votent extrême droite aujourd'hui, ils n'ont pas conscience de ça? C'est un niveau d'aliénation qui est tel que non. Et on parle, est-ce qu'il y a un espoir de gauche sur place? Je ne vais pas vous mentir, pas du tout. Pas du tout. Le désespoir est grand, est tellement grand que je parle des manifestations, il y a aussi d'autres manifestations qui appellent à plus de sécurité, comme tout militant d'extrême droite qu'on pourrait avoir en France. C'est vraiment, vous devez accroître la répression sur place. Donc c'est un manque de ligne politique, d'éducation politique sur place qui est extrêmement compliqué, puisque vraiment le MPM phagocyte littéralement la sphère politique sur place. C'est une voix discordante qui est contre la départementalisation, ou en tout cas qui est juste contre le mouvement, soit il est ostracisé, harcelé par les chatouilleuses ou tout autre membre, soit vraiment on commence à le menacer de mort. Enfin, ça va dans ces extrémités-là. Donc il n'y a pas de possibilité d'autres horizons politiques, en tout cas à l'heure actuelle, sur place, à part s'il y a des collectifs qui font un travail d'éducation politique sur le long terme. Ce qui est assez fou aussi, je trouve, c'est que quand on parle par exemple avec des élus de Mayotte, ils ont souvent, j'ai l'impression, un double discours, c'est-à-dire qu'il y a le discours public quand ils vont parler à la télé ou à la radio, etc., qui va être très s'assimiler à des propos d'extrême droite, être des propos d'extrême droite, mais alors par contre, quand on va leur parler derrière des portes closes, c'est un discours quasiment inverse et ils savent ce qui serait bon pour l'île et en fait c'est un décalage assez fort parce qu'en fait s'ils disent vraiment ce qu'ils pensent, ils vont se faire taper sur les doigts par les collectifs, c'est assez dur de voir une porte de sortie, je trouve. Et puis il y a une corruption aussi de certains qui est assez forte. En gros j'y étais au début avril et on était notamment à Dembéni, il y a le maire de Dembéni qui a construit une technopole dans les hauteurs de sa ville, qui a coûté des millions d'euros, qui est vide, alors qu'il y a de la place pour accueillir, il y a un amphithéâtre où on peut accueillir des étudiants, sachant qu'à l'université de Mayotte, l'amphi n'est plus utilisable pour, je ne sais, peut-être à cause de Chido d'ailleurs, c'est vide, et c'est juste pour, ils nous accueillent pour faire ces rendez-vous, il y a du mobilier qui coûte extrêmement cher, avec des lampes à 300 €, c'est vraiment... Et en fait cet argent, il manque dans tellement d'autres services, et il aurait pu l'utiliser pour faire tellement d'autres choses, parce qu'il est au conseil départemental. Et c'est indécent, quoi. C'est fou. On a tué littéralement un par un tous les Comoriens qui étaient sur place à la télé. Et personne ne l'a contredit à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on l'a laissé parler, elle a eu un discours où elle appelle vraiment, puisque ça a été repris par des collectifs comoriens, au génocide des Comoriens à Mayotte. Son père est comorien.
le temps passe. Donc ça c'est une bonne. La caméra tourne toujours, on mettra un point pour supprimer ce passage, mais je vais un peu tirer sur des collectifs qui sont dans la situation réelle. Tout à fait. On le voit avec le collectif des Jeunes de Belleville, même si ça s'est pas super bien terminé lors de l'occupation de la Gaîté Lyrique, on le voit, ça continue. Très mal terminé. Ouais, ouais, très mal. Oui, c'est vrai. Encore. Je vais pas me déprimer aussi. C'est pour ça que je me dis notre vérité en fait. Je la donne. Mais oui, mais ça continue quand même. Le réseau de solidarité, il ne se dissout pas, ça continue, ça prend d'autres formes, ça va peut-être se renforcer et peut-être qu'à long terme on trouvera une solution qui soit plus viable. Donc, peut-être Moi j'avais une question vis-à-vis de la police. pour eux, par rapport aux gens, les personnes sans papier qu'ils ont arrêtés, qu'ils ont reconduits. C'est-à-dire quand ils arrêtent des jeunes qui ont moins de 18 ans, ils les rattachent illégalement à des adultes pour pouvoir les mettre dans le centre de rétention. Parce qu'on n'a pas le droit d'enfermer un mineur sauf quand il est accompagné. Alors normalement c'est plus le cas dans l'Hexagone depuis la loi d'immigration de Darmanin, mais c'est toujours le cas à Mayotte et ça va continuer d'être le cas pendant très longtemps. Enfin, bref. Et du coup ils falsifient les dates de naissance pour pouvoir mettre des enfants dans les crânes ou ils les rattachent à des adultes qui connaissent pas. En sachant que le CRA de Mayotte est l'un des pires, enfin le pire de France, vraiment. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas de. Enfin, ils ne peuvent pas prendre de douche, ils ne peuvent pas boire. Donc vraiment, ils vivent dans une pire situation que la situation où ils étaient précédemment. Donc moi je soupçonne la préfecture de Mayotte de ne pas communiquer sur le nombre de morts qu'il y a là-bas. Pour le coup. D'ailleurs, on avait du mal à savoir le nombre exact. On ne connaît pas le Ah oui, nombre. c'est clairement faux là. C'était dérisoire. Il y a aucun voilà. 32 apparemment. Alors qu'ils font des commandes au port, les assos, elles ont vu qu'il y avait des commandes de linceul, parce que du coup c'est les caddies qui faisaient des commandes de vin, et ils ont refait un stock de linceul assez conséquent et qui va bien au-delà de 30 personnes. J'ai été étonnée par le faible nombre de victimes. Mais ça, le préfet, il est atroce. Franchement, c'est. Comme le préfet, en plus, c'est ouvert. Dans les conditions vives, Plus de morts que ça. C'est pas possible. Vous savez pas, mais le cyclone n'a pas touché principalement des Comoriens. Si, parce que c'est eux qui étaient dans des habitants en tonne. D'accord, ok. C'est ça. Oui. Donc c'est eux qui subissent principalement les conséquences et du coup c'est encore plus facile de changer les chiffres, quoi. Et oui. On a primé aussi. Parce qu'il y en a qui se sont retrouvés à la rue, ils ont perdu aussi leurs papiers, du coup ça a aggravé leur situation et c'est plus facile aussi de les arrêter et De les renvoyer nulle part. Exactement. J'ai une question qui n'est pas du tout politique Oui. par rapport à la carte. Je vois qu'il y a énormément de réserves. Je ne connaissais pas du tout la géographie de Mayotte. Il y a énormément de réserves forestières. Est-ce qu'elles sont protégées? Oui. Elles sont protégées sur place. Alors moi quand j'y étais, il n'y en avait pas beaucoup, il y en avait 2 je crois. Et là en fait ça s'est accru. Donc oui, elles sont protégées, il y a un fort investissement quand même de l'État. Parce qu'en fait il y a des espèces Oui, il y a locales. 200 espèces de plantes ligneuses, pour répondre à Catherine qui aime bien les plantes. 200 espèces de plantes ligneuses, dont de nombreuses espèces endémiques. Et près d'une espèce indigène sur 2, quand même, est considérée comme menacée selon la liste rouge de l'UICN. C'est vrai qu'il ne faudrait pas que ces habitants fassent comme les Européens qui ont largement défriché leurs forêts pour faire une agriculture plus ou moins intensive. Donc, je pense au Camille. Pour pouvoir faire des terres arables. Pour l'instant, non. Ouais. Pour le moment, elles sont extrêmement bien protégées. Voilà. C'est à peu près comme pour donner un autre exemple à La Réunion. À La Réunion aussi, il y a plein d'espèces endémiques qui sont menacées de disparaître. On a commencé de plus en plus à protéger les forêts pour pas qu'elles soient menacées. Et les habitants ont conscience de l'importance de protéger. Mais je ne saurais pas te dire. À La Réunion aussi, de plus en plus, il y a de plus en plus de sensibilisation autour de la question. Ça permet pas de développer le tourisme aussi dans des réserves comme ça? Alors non, Mayotte. Bon, en vrai, s'ils peuvent se faire un peu d'argent, parce que genre, il y a déjà la galère, s'il peut y avoir un petit truc. C'est chaud. Moi, je
que l'île Mayotte n'est pas... Quoique. Ah bah voilà. Parce que c'est le point des Comores, la C'est pas connu, Non, mais ça, c'est- vraiment, c'est- c'est un peu la fortune, par exemple. Non, non, La on dit plupart que- du temps, oui, non. on dit que Mayotte n'est pas au standard de ce qui se fait dans la région en matière de tourisme, Ah, donc il y a vraiment. en comparaison de l'île Maurice, des Seychelles ou même à la Réunion. Insécurité, insalubrité, Ouais. quartiers qui sont pour le moins pas accueillants, problème de gestion des déchets, manque d'infrastructures. Donc on oui, retourne à c'est tout ça. ce qu'on a dit. Ouais. Et c'est tellement petit que c'est partout, quoi. Il n'y a pas, même s'il y a un très beau lagon, après tu habites où? Pour donner un exemple sur... Il faut faire Haïti, ou etc., comme tout ça, Trump créer une dit, zone. pour créer une riviera, il suffit d'éjecter tous Bah les oui, mais- habitants. Il faut appeler Donald Trump pour ça. Comme les Gajaouis, par exemple. Et voilà, on va faire des... Et tu vois, il y a peut-être une idée derrière. paradisiaques. Pour répondre à ta question, même le commerce, faire du tourisme de plage là-bas, moi quand j'étais, bon ça remonte, ou peut-être que la situation a changé, on a commencé à protéger les plages, il y avait une seule plage qui était au nord là, qui était bien. Et sinon tu en avais une autre proche de Mamoudzou parce qu'en fait ça appartenait à un hôtel, sinon tout le reste là c'était pollué. Une fois je suis parti me baigner, je suis tombé sur une couche, proche de chez moi. Ouais. J'étais comme ça, je me baigne tranquille. Une couche d'enfant, enfin de bébé. Quoi. Bah oui, Je crois que c'était sur un requin. non. Non, Je suis un peu obsédé par les requins. non, il y a un lagon, là, ça protège, t'inquiète. Non, bah s'il n'y a pas de gestion des déchets, obligatoirement ça va à la mer. Les requins, je gère. Du Et coup, puis, dans la gestion des déchets, on est bien d'accord que le fait qu'il y ait des déchets, ça a un impact significatif sur la nature, sur l'agriculture, tout ça. Bah oui. Non, parce que j'étais au Sénégal récemment, et justement, je disais, mais en fait, ils jettent beaucoup là-bas aussi dans la nature. Et je parlais avec un mec, et le mec était prof d'SVT. Et je lui dis, mais ça pose pas de problème. Et il me dit, bah non, c'est marginal, ça va sur le bord des routes. Quel menteur, mais quel menteur. Oui, puis après ça part. Ils ont d'autres problèmes. Hein. Oui, oui, ils ont des problèmes, c'est ça. Il me dit, d'un autre côté, on a des problèmes plus majeurs. Et je dis, Oui. Ah oui. Ça. C'est la justification. Après, c'est Eh effectivement oui. la priorité. Bon, après, ça dépend ce que tu jettes. Hein. Quand j'étais petit, donc je ne vais surtout pas jeter les papiers, c'était terrible. Oui. Terrible. Avec ma maman, on ramassait tous les papiers. Mais à l'époque, elle nettoyait ce qu'on appelait la cellophane, c'est-à-dire les sacs en plastique. Donc on conservait les papiers. Bon, effectivement, au bout de quelques années, c'est pas joli, mais au bout de peu de temps, bah, ça disparaît. Oui, mais eux jettent maintenant beaucoup de plastique Mais parce que maintenant, malheureusement, ils sont maintenant, c'est aussi le plastique envahis qui- par nos modes de consommation. Maintenant, c'est le plastique. Elle dit. Ouais, je pense qu'ils essaient de. Enfin, ce qu'il t'a dit, ce gars-là, il essaie de se justifier. Ouais, j'ai le droit. Enfin, arrête. non, mais c'est même pas lui qui jetait, mais c'est que là-bas, quand il y a besoin d'un massage, tout le monde. Oui, tout le monde jette. Il n'y a pas de poubelle aussi. Sur toutes les j'imagine. côtes africaines, c'est C'est assez pas- catastrophique. Il y a un truc qui est trop marrant, ma mère elle aime bien dire ça, parce que je suis d'origine comorienne, je suis entré en 2019, et je lui disais mais il n'y a pas de poubelle là-bas, elle me disait non tu verras, ça enrichit la terre. Alors ça dépend quoi. Je vais lui donner un contre-exemple, je suis venu en 2007, excuse-moi, mais il y avait beaucoup plus de terres agricoles autour de chez nous. Pourquoi il y en a de moins en moins en fait? Elle dit, non mais ça c'est les jeunes, ils veulent plus travailler la terre aussi. Donc c'est le même problématique. On va peut-être finir le truc, Ouais. parce qu'il y a le responsable qui va venir vers 22h15. Ah Ouais, il faut bien c'est savoir vrai, si tout le monde Est-ce que vous voulez sait. parler du projet de loi Pardon. Du projet de loi qui est en cours de discussion en ce moment. Lequel? En gros, il y a le projet de loi pour la refondation de Mayotte Ah oui. qui est catastrophique et qui est discuté à l'Assemblée nationale, enfin qui vient d'être discuté au Sénat et qui va être discuté à l'Assemblée nationale la semaine prochaine et la semaine du 23. Donc quand l'intervenant voulait parler d'interpeller les députés ou les sénateurs et tout, c'est tellement le moment maintenant parce que c'est un torchon ce texte. Ce qui va aggraver tous les problèmes qui dit qu'il va les régler, mais qui met tout sur le dos justement de l'immigration, qui veut continuer d'enfermer des enfants, qui veut tout faciliter pour pouvoir expulser les gens, et qui s'attaque pas du tout aux vrais problèmes que sont le manque d'accès à l'eau, à l'éducation. Voilà. Et donc il faut suivre ça et partager et que tout le monde sache ce qu'on est en train de décider pour Mayotte à 21h dans l'hémicycle. Oui.
Donc, En question subsidiaire. Après, enfin, les politiques migratoires compliquées, on est en train de les faire en métropole. Le nombre de cras qui arrivent et tout. Si ça enfin, c'est pas étonnant en fait qu'il y ait des conséquences sur Mayotte, quoi. Moi, ça m'étonne même plus. Avec Retailleau, Darmanin, tout ça. Malheureusement. Je pense Oui, pas qu'il y ait malheureusement. ça dans ce sens-là. Hein. C'est plutôt Mayotte est un laboratoire. Exact, Ensuite, c'est ça. on importe ça en France. Ok, Ouais. ouais. Voilà. Et d'ailleurs, il l'assume totalement, il le dit dans le ah bah oui, mais ça on le fait, mais ça va, enfin, on va le faire dans l'Hexagone aussi, donc c'est un premier test quoi. C'est un premier test. Oui. Donc tout ce qui se passe, tout ce qui est dans ce projet de loi, potentiellement, c'est les choses qui vont après venir sur l'Hexagone pour être appliquées partout. On n'est pas dans la merde. Donc, Mais c'est surtout à suivre, et je pense pas que, alors je vais attaquer mon propre bord politique, je ne pense pas que les députés de gauche soient si sensibles que ça à cette question. Il faudra regarder les débats à l'Assemblée nationale la semaine prochaine, mais je ne suis pas sûr qu'on ait beaucoup de membres du NFP qui soient présents à ce moment-là. J'ai un peu peur que la situation ne les intéresse pas à Mayotte. On aura peut-être pas suffisamment. On aura des députés réunionnais, ils seront là, ça c'est sûr et certain. Mais est-ce que les grands noms vont se déplacer et venir discuter de ça, ça je suis pas sûr. Donc c'est peut-être aussi l'occasion de les rappeler. Ok. Harcelez-les sur les réseaux sociaux. Sur X. De toute façon, ça sert à ça, X. Harcelez les gens. Ça filme? Bah on va effacer tout ça. Je m'en vais rafficher. Je ne la laisse pas faire. Ah oui, on va plus ça tel cas. Eh bien, merci beaucoup. Merci.